Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Souvenez-vous, juste après l'agression russe en Ukraine en 2022, l'Union européenne décidait de soutenir l'économie ukrainienne en mettant en place des mesures commerciales autonomes. C'est le nom de ce dispositif qui libéralisait les échanges dans le secteur agricole. L'Ukraine est un grand pays d'agriculture et ces mesures ont eu pour effet immédiat de doubler les importations en Europe de produits agricoles ukrainiens. Eh bien, ce traitement d'exception a pris fin le 5 juin dernier, le 5 juin 2025. Et maintenant, donc, quid de ces relations commerciales agricoles entre l'Union européenne et l'Ukraine à l'avenir? Comment continuer à soutenir Kiev tout en tenant compte des inquiétudes, voire des crispations qui se sont exprimées dans une partie du monde agricole européen déjà fragilisé et concurrencé par les produits importés d'Ukraine? Et tout cela avec la perspective, en plus d'une éventuelle adhésion du pays en guerre à l'Union européenne. On sait que c'est un processus long et incertain, mais les négociations ont commencé en juin 2024. Vous avez compris l'objet de cet épisode, focus sur l'agriculture ukrainienne et les relations commerciales avec l'Europe. Et toutes ces questions, je les pose aujourd'hui à Elsa Régnier, chargée de recherche à l'IDRI sur les politiques agricoles et budgétaires. C'est parti. Bonjour Elsa. Bonjour. Pour comprendre ce qui se joue là, il faut rappeler d'abord que l'Ukraine est un grand pays agricole et que ce secteur représente une part très importante de son économie. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, l'Ukraine est un grand pays agricole. Sa surface agricole utile est de 41 millions d'hectares. À titre de comparaison, la France, qui est le plus gros pays agricole de l'Union européenne, a une surface de 27 millions d'hectares. Et en plus donc, de cette grande taille, le secteur agricole ukrainien, comme vous le disiez, est très important dans l'économie du pays. Donc, ça représente 10% du PIB. À titre de comparaison, en France, c'est 1,6% du PIB. Oui. Et on pourrait décliner les indicateurs, 15% de l'emploi, 44% des exportations. Et ces taux ont augmenté et se sont renforcés avec la guerre. Donc, ça représentait 53%, le secteur agricole représentait 53% du PIB ukrainien en 2023 et 60% de ses exportations. Est-ce que vous pouvez nous décrire la structure de ce secteur agricole ukrainien qui est particulière parce qu'elle est héritée de l'ère soviétique, des kolkhozes, des sovkhozes, des mots qu'on n'entend plus? Oui, c'est tout à fait ça. À l'image de nombreux pays d'ex-URSS, on décrit souvent l'agriculture ukrainienne comme une agriculture duale, avec d'une part des toutes petites structures et d'autre part des gigafermes qu'on appelle souvent, on entend parler des agro-holdings. C'est en partie vrai. Donc il y a en effet entre 4 et 5 millions de micro-fermes de semi-subsistance qui réalisent un tiers de la production du pays. D'autre part, on a les entreprises commerciales. Et c'est là où la réalité se complexifie un peu. Parce qu'on a trois catégories. On a d'une part les entreprises familiales qui font entre 50 et 100 hectares, donc c'est assez proche des structures qu'on peut avoir en France. Et puis on a les exploitations capitalistes de première génération qui sont directement issues donc des sovkhozes et kolkhozes que vous avez mentionnés, qui sont des coopératives agricoles et des exploitations étatiques pendant l'ère soviétique. Voilà, et elles peuvent représenter jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Et enfin, on a ce qui s'est développé ces 10-15 dernières années, des exploitations agricoles de seconde génération, ce qu'on appelle les agro-holdings, qui sont le rachat de plusieurs exploitations capitalistes de première génération. Donc, elles sont composées d'une société mère et de différentes unités de production. Celles-là, elles sont énormes, quoi. Oui, c'est plusieurs milliers d'hectares. Ces différents types d'exploitation, ils n'ont pas les mêmes fonctions dans l'économie du pays. Non, tout à fait. On a d'une part donc ces micro-fermes de semi-subsistance qui produisent principalement la majeure partie des pommes de terre, des fruits et légumes, des baies du pays, et donc ils vont avoir un vrai rôle de sécurité alimentaire, a fortiori dans un contexte de guerre. Et à l'inverse, dans les exploitations commerciales, ces dernières se sont spécialisées au cours de ces 2 dernières décennies sur la production d'oléagineux et de céréales qui sont destinés à l'exportation. Et donc, elles vont être pourvoyeuses de devises étrangères, ce qui est très important aussi dans une période de guerre, pour acheter du matériel de guerre. Ces grosses exploitations, c'est beaucoup de la monoculture, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des exploitations qui se sont spécialisées et simplifiées. Donc, on a une très grosse concentration. Par exemple, 97% des céréales sont représentées par 3 céréales, le maïs, le blé et l'orge. Et on a la même chose pour les oléagineux, où le tournesol, le colza, le soja représentent 99% des oléagineux produits. Et donc, ces orientations techniques, raccourcissement des rotations, simplification, et on a aussi un découplage de l'élevage et de la culture. Je ne l'ai pas encore dit, mais donc en parallèle de cette spécialisation dans les céréales et les oléagineux,
on a eu une chute de l'élevage, à l'exception de la volaille, on aura peut-être l'occasion Mmh. d'y revenir. Et donc, ces orientations techniques, je le disais, appauvrissent fortement les sols ukrainiens, ce qui explique aussi l'augmentation de l'utilisation d'engrais. Elsa, tout ce tissu agricole, on imagine qu'il est directement affecté par la guerre. Oui, tout à fait. Il y a un rapport de la Banque mondiale et de la Kyiv School of Economics qui estime que les pertes et dommages du secteur s'élèvent à 80 milliards de dollars. Ces pertes, elles sont liées à la destruction de machines agricoles, de silos, de cultures, mais aussi à des coûts d'opportunité liés à la baisse de la production. Et donc, cette baisse de la production, elle est liée à l'occupation et à la destruction des terres agricoles ukrainiennes. Donc, il y a un quart des terres agricoles qui sont soit occupées, soit détruites, mais aussi à la baisse des rendements, à l'augmentation du prix Mmh. des intrants et des coûts logistiques. Ouais, du coup, il y aura un gros enjeu de reconstruction en Ukraine de tout ce secteur-là. Tout à fait, ça a déjà un peu commencé, mais il y a donc des estimations, toujours ce même rapport qui estime que les coûts devraient s'élever à 56 milliards de dollars sur 10 ans. Et donc, il va y avoir un enjeu. L'enjeu principal du secteur agricole ukrainien dans les prochaines années, c'est vraiment celui de la reconstruction. Et c'est intéressant de noter que ce processus-là va se faire en parallèle du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, il y a un vrai rôle de l'Union européenne d'accompagner aussi ce processus de reconstruction pour qu'il se fasse en lien ou aligné avec les normes Mmh. environnementales, sanitaires, phytosanitaires de l'Union européenne. Alors justement, ce processus qui consiste à faire tendre l'Ukraine vers les normes européennes, il ne date pas d'hier, parce qu'au moment du déclenchement de la première phase de la guerre, donc en 2014, hein, on se souvient du mouvement Maïdan, les pro-russes contre les pro-européens, etc. Donc en 2014, il y a un accord commercial qui a été conclu entre Bruxelles et Kiev. Oui, alors l'accord ne découle pas de Maïdan, il était déjà négocié depuis 5 ans, mais en effet, il est adopté en 2014 et il rentre en vigueur en 2017. Et cet accord comprend un accord de libre-échange, c'est-à-dire que les droits de douane sont abaissés, voire supprimés sur un ensemble de produits, et des contingents tarifaires sont mis en place sur les produits jugés les plus sensibles, notamment les produits agricoles, comme le blé et la volaille. Et en parallèle, cet accord inclut également un alignement progressif du système agroalimentaire ukrainien Mhm. sur les normes en vigueur au sein de l'Union européenne, sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires. Le contexte, à l'époque de l'entrée en vigueur de l'accord, c'est déjà la guerre en Ukraine, c'est l'annexion de la Crimée. Tout à fait. Et donc ce contexte ainsi que l'accord expliquent aussi l'évolution des échanges et est clé pour comprendre la structure des échanges entre l'Union européenne et l'Ukraine aujourd'hui. Donc en 2014, il y a l'annexion de la Crimée, il y a aussi un embargo russe sur les produits agricoles ukrainiens. Et donc avant 2014, plus d'un tiers des exportations ukrainiennes étaient à destination de la Russie et des pays d'ex-URSS. Et donc en 2014, l'Ukraine doit trouver de nouveaux marchés et se tourne notamment vers l'Union européenne. Or, le secteur à partir duquel elle exportait le plus avant, c'est le secteur métallurgique, qui est peu compétitif sur le marché européen, ce qui explique que la part des échanges agricoles va Mm. beaucoup augmenter. Donc pour l'Ukraine, le secteur agricole représentait en 2013 27% de ces échanges. Pardon. Ça monte à 44% en 2021, parce que les matières agricoles ukrainiennes sont très compétitives sur le marché européen. Et donc aujourd'hui, le secteur agricole représente plus de la moitié de nos importations Mhm. en provenance d'Ukraine. Alors la deuxième phase, c'est 2022, évidemment, deuxième phase de la guerre, hein, l'agression russe en territoire ukrainien. Et c'est là que les Européens décident d'aller plus loin que l'accord d'association entré en vigueur 5 ans plus tôt. Tout à fait. Donc en juin 2022, des mesures commerciales autonomes sont adoptées, donc Autonomous Trade Measures en anglais, l'ATM, qui suppriment totalement les droits de douane et les contingents tarifaires. Donc les marchandises ukrainiennes peuvent circuler librement sur le marché européen. Et en plus, l'Union européenne met en place des corridors de solidarité avec l'Ukraine. Il faut savoir qu'avant 2022, plus de 90% des exportations agricoles ukrainiennes transitaient par la mer Noire. Donc, Mm. puisque cet accès est bloqué par la guerre, on met en place ces corridors de solidarité. Et ces mesures, elles ont été reconduites d'année en année? Oui, donc elles ont été reconduites d'année en année jusqu'en juin 2024, où suite à la mobilisation des agriculteurs qui avait eu lieu lors de l'hiver 2024, vous vous en souvenez peut-être, notamment dans les pays frontaliers de l'Ukraine, mais aussi en France, des clauses de sauvegarde sont mises en place. Donc, lorsque les volumes, au-delà d'un certain volume importé sur des produits jugés sensibles comme la volaille, les œufs, le sucre ou le maïs, on remet en place des droits de douane sur ces produits-là. Et ces mesures autonomes commerciales, Elsa, elles ont quels effets sur les échanges commerciaux? Alors, les échanges commerciaux, notamment en matière agricole, vont très fortement augmenter en 2022. Pour donner 2 chiffres pour illustrer cela,
En 2021, l'Europe importe 7 milliards d'euros de produits agricoles ukrainiens. Je passe à 13 milliards d'euros en 2024. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la structure des échanges reste assez stable. On importe de la matière première agricole à faible valeur ajoutée, principalement, donc à 80%, des céréales et des oléagineux pour nourrir le cheptel européen. À un moment donné, on a beaucoup parlé des poulets ukrainiens qui faisaient débat. Est-ce que c'est un sujet ou pas? Parce que là, vous parlez surtout des oléagineux, des céréales. Oui, alors en effet, on importe de plus en plus d'œufs et volailles depuis l'Ukraine. Maintenant, leur part est toute relative dans le volume global de ce qu'on importe d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en 2021, on a 2% de nos importations agricoles en provenance d'Ukraine étaient composées d'œufs et volailles. Ce chiffre est passé à 4%. Alors, cette inflation, on peut dire, des importations en provenance d'Ukraine, elle a alimenté en partie la grogne des agriculteurs européens, notamment français, qui craignaient cette concurrence. Même si c'est pas tout blanc, tout noir en Europe, il y a quand même une sorte d'ambiguïté, non, de notre relation à l'Ukraine sur cette question agricole. Oui, vous avez tout à fait raison et c'est notamment lié au fait qu'on parle toujours du secteur agricole européen comme si c'était un tout homogène, alors qu'il y a en fait différentes filières dans différents États membres qui ont des défis et des besoins différents. Et donc, comme je le disais, on importe principalement d'Ukraine de l'alimentation pour le cheptel. Et à ce titre, c'est intéressant de noter que Pays-Bas, Espagne, Italie captent près de la moitié des importations ukrainiennes parce que ce sont les pays dont les élevages sont les plus dépendants à l'achat d'alimentation pour animaux d'élevage sur les marchés. Et à l'inverse, certaines filières se trouvent en compétition directe avec les produits agricoles. Et c'est vrai que l'Ukraine, sur la compétitivité prix de ses matières premières agricoles brutes, est très forte, notamment parce qu'elle a un sol très riche, des conditions météorologiques très favorables, des coûts de production qui sont assez faibles, liés à un coût du travail assez faible, et puis des mégastructures, donc des économies d'échelle aussi liées à ça. Donc tous ces facteurs-là expliquent la très forte compétitivité des produits agricoles ukrainiens sur le sol européen. Alors, sans doute consciente de la déstabilisation, en quelque sorte, de son secteur agricole, la Commission européenne a décidé cette année de ne pas reconduire les conditions exceptionnelles de commerce offertes à l'Ukraine ces 3 dernières années, hein, on en parlait en préambule. Quelle est aujourd'hui la situation? Oui, donc il y a plusieurs États membres, et notamment la Pologne, qui ont poussé pour que l'ATM ne soit pas reprolongé une année supplémentaire. Et donc la Commission s'est engagée à renégocier l'accord d'association. Aujourd'hui, donc à partir du 5 juin 2025, on est revenu à l'accord d'association qui prévalait jusqu'en 2022, donc avec des contingents tarifaires et des quotas qui sont moins élevés qu'on l'a eu cette dernière année. Et donc maintenant, la Commission s'est engagée à négocier de nouveaux quotas pour trouver un compromis entre la situation entre 2022 et 2025 et la situation d'avant-guerre, tout en ayant en tête l'objectif de préparer à l'élargissement et à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. On comprend que cet équilibre, il est un peu compliqué à trouver. Et si on regarde les années à venir, c'est le même équilibre qu'il faudra trouver si l'Ukraine est intégrée à l'Union européenne à terme, notamment pour le secteur agricole. Oui, en effet, donc ça pose de nombreuses questions pour le secteur agricole et notamment ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes ou du moins qui a fait beaucoup parler, c'est les conséquences pour la politique agricole commune qui aujourd'hui régule en grande partie le secteur agricole européen et qui contribue aussi beaucoup financièrement, qui apporte une grande aide financière aux exploitations agricoles. Et donc, au vu de la taille de l'Ukraine, de sa surface agricole, si l'Ukraine rejoignait l'Union européenne avec les règles actuelles de la PAC, elle pourrait devenir la première bénéficiaire de cette politique. Donc aujourd'hui, la première bénéficiaire, c'est la France. Elle touche un peu plus de 9 milliards d'euros chaque année au titre de cette politique. Si l'Ukraine joignait l'Union européenne en l'état, elle pourrait toucher 11 milliards d'euros chaque année. Donc c'est des estimations à prendre avec beaucoup de précaution, mais ça montre l'ampleur. Ça représente 1/5 de la politique agricole commune. Ce qui fait dire à de nombreux États membres et parties prenantes qu'une adhésion à l'état actuel des règles de la PAC, une adhésion de l'Ukraine est impossible. Ça représente un trop gros poids budgétaire. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est un peu des considérations qui sont faites peut-être un peu trop tôt parce que le coût de l'élargissement à l'Ukraine et les conséquences pour le secteur agricole dépendent de plusieurs facteurs. D'une part, ça va dépendre de l'issue de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui est toujours en cours et des choix aussi de reconstruction. On a parlé du processus de reconstruction. Donc, quelles vont être les orientations soutenues, les orientations techniques soutenues par le pouvoir ukrainien? Et d'autre part, ça dépend de 3 processus politiques qui sont actuellement en cours, à savoir la réforme et la négociation du cadre financier pluriannuel, qui est le budget, qui est le budget de long terme de l'Union européenne et qui définit à la fois l'architecture globale de la PAC, la politique agricole commune, et le budget de la PAC pour 7 ans.
On a aussi une réforme de la PAC en cours. Et enfin, le traité d'adhésion entre l'Ukraine et l'Union européenne qui va définir les conditions de l'adhésion de l'Ukraine. Et tout ça va prendre des années. Tout à fait. D'où Les les incertitudes dont vous parlez. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Elsa Régnier. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche à l'IDRI sur les politiques agricoles et budgétaires. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou les plateformes d'écoute. À très bientôt pour continuer à mettre ensemble le cap sur la transition.